En 2020, moi et mon pote David, ensemble on a visité notre tout premier urbex. En 2024, on y est retourné voir ce qu'il devenait, et en 2025, on a appris la vérité sur cet urbex qui a un passé assez sombre. Et d'ailleurs, ce n'est pas le seul urbex que nous allons vous montrer dans cette vidéo. Entre l'avion que vous avez peut-être vu lors de l'événement de la boiserie, des bus venant du Luxembourg, un château aux 1000 trésors ou encore un urbex qui nous fait penser littéralement aux premières saisons de The Walking Dead. Avant que les visites commencent, je vous invite à vous abonner et à partager la vidéo plus tard si elle vous a plu. Sur ces mots, nous sommes partis. En 2023, nous avons franchi les portes d'un château qu'on surnommait volontairement le château aux 1000 trésors. Dès l'entrée, j'ai très vite compris que cet urbex n'allait pas être banal. Il y avait des pièces encombrées avec des affaires de partout, des lits qui étaient encore faits, un billard qui n'attendait que de jouer et un vieux piano qui semblait attendre encore son pianiste disparu. Et au détour de tout ce bazar, il y avait des livres, mais pas n'importe quel livre. Des livres, comment dirais-je, assez spéciaux. Des ouvrages avec des pages assez inquiétantes parlant de démons déguisés en humains, de la colère de Dieu et des âmes dévorées par le diable lui-même. Et vous enveloppez le tout avec des cadres photos, j'avais l'impression qu'ils nous suivaient du regard. Autant vous dire que l'ambiance n'était pas forcément très zen. Avancer entre les meubles, les objets éparpillés, c'était vraiment n'importe quoi. Concrètement, même avec un stabilisateur qui était plutôt bon, c'était n'importe quoi à avancer. On faisait des droites, gauches, on se collait contre le mur, fallait avancer, fallait sauter sur des choses, c'était n'importe quoi. Donc la caméra va pas mal bouger sur certains plans. Donc même avec le meilleur stabilisateur que j'avais à l'époque, eh ben c'était vachement compliqué de filmer correctement. Mais en avançant de pièce en pièce, j'avais l'impression d'être plongé dans l'univers de The Last of Us. Des bâtiments en ruine, des intérieurs barricadés et la nature qui grignote peu à peu ce que l'homme a abandonné. L'abandon, les objets de partout, j'avais vraiment l'impression que j'étais rentré dans l'apocalypse de The Last of Us. Il ne manquait plus qu'un claqueur et j'étais officiellement dans la merde. Mais la découverte la plus inattendue, c'est dans le garage que nous l'avons faite. Une vieille Opel, recouverte de poussière, endormie là depuis des décennies. Ce château est un véritable inventaire, un véritable bric-à-brac, où les répliques du passé côtoient les objets les plus insolites. Il faut dire que dans une pièce tu trouves un piano et que dans l'autre pièce tu trouves littéralement un livre parlant de Satan qui va venir manger ton âme. Très charmant, très rustique et très bizarre aussi. Mais pour autant, le destin de cet endroit ne s'arrête pas à cet abandon. Quelques mois après notre exploration, un article est tombé. Et autant dire que la nouvelle était plutôt surprenante. La Fondation du patrimoine français venait de lancer un projet dans le but de transformer ce château abandonné en musée dans les années à venir.
Les travaux ont commencé par l'extérieur et continuent actuellement à l'intérieur. Les travaux devraient être finis en 2025 s'ils continuent à récolter des fonds. Actuellement, ils ont atteint le palier de 39 000 € et leur but est d'arriver à 50 000. Mais pourquoi la Fondation du patrimoine français a-t-il décidé de lancer ses regards sur ce château? Ce lieu, oublié pendant près de 40 ans, a retrouvé de l'intérêt grâce à un bout de papier. Ce bout de papier prouve qu'en 1233, un seigneur de la région habitait dans ce château. Donc cette vidéo est le dernier témoignage de ce château dans un état catastrophique. Actuellement, tous les objets qui étaient à l'intérieur ont été enlevés, la rénovation est en cours et le château n'est plus un urbex à partir de maintenant. Grâce à un bout de papier, l'intérêt pour ce château a été relancé. Heureusement pour lui, mais malheureusement, beaucoup d'autres urbex n'auront jamais cette chance. La preuve avec l'endroit que nous allons visiter. Après, vouloir faire de l'urbex, c'est bien, mais quand tu vois l'état de ce château, ça me fait dire que quand même, on a beau avoir des monuments historiques abandonnés ou non pour certains avec une zone assez protégée avec des caméras, etc. Si c'est pas protégé un minimum ou que tout le monde n'en a plus rien à foutre, ça donne un château ou un endroit d'urbex dans cet état et c'est pas le plus optimal. Ça donne pas envie, ça peut faire moche ou tu peux juste le considérer comme une ruine et non plus un spot d'urbex à visiter avec une histoire. Malgré son mauvais état, ce château a toujours une histoire. On l'a partagé, on la repartage et on reparle de cette histoire. Mais des fois, je peux vous le dire, ça fait 3 ou 4 fois qu'on vient pour des tournages comme Survivor World ou un urbex. Et à force, je commence à me dire que plus ça avance, plus le château a des chances de se casser la gueule. Imaginez, Noël approche. Dans quelques heures, les familles se réunissent, les maisons s'illuminent et les cuisines s'activent. Et pendant ce temps-là, il y a nous. Non, mais putain. J'ai Maurice ce soir. Pour la facette, pantalon pas de F. What can I say? Mais sortez-moi de là. Vous nous parlez de préparation de réveillon de Noël, rien du tout. Nous parlez d'urbex un 24 décembre, on y fonce. Mais une fois proche de l'endroit, la musique s'est très vite arrêtée, les téléphones ont terminé dans la poche et les caméras se sont allumées. Vous vous rappelez de la scène où Rick se réveille de l'hôpital dans le tout premier épisode? Le silence, le vide, l'ambiance et surtout les décors. Et ben concrètement, j'avais une mini impression de me retrouver au même endroit. J'avais l'impression que les lieux étaient marqués par un passé, que les murs semblaient raconter une histoire, mais que jamais au grand jamais, elles ne puissent expliquer ce qu'il s'était passé. Donc on a kiffé, on a visité, on a regardé tout ce qu'on pouvait regarder, mais à savoir que cet urbex, il y avait 2 bâtiments. Un bâtiment plutôt sympa, plutôt facile, plutôt caché, où on pouvait kiffer notre vie. On regardait tout ce qu'on voulait, on faisait les plans qu'on voulait, bref c'était incroyable. Puis on a voulu aller au 2e bâtiment. Et là, c'était un peu plus compliqué. Pour aller au 2e bâtiment, il faut passer par une cour. Cette cour, si vous venez de la route principale, vous la voyez. Donc concrètement, vous pouvez voir 3 cons avec des caméras en train de filmer. Est-ce qu'on va visiter le 2e bâtiment en prenant ce risque ? Ou est-ce qu'on repart tout de suite? La réponse a été plutôt facile. Bien sûr que oui, on prend le risque. On savait qu'avec peu de temps, chaque minute passée en dehors augmentait les risques de se faire repérer. Donc on a enchaîné les plans le plus vite possible, puis discrètement, on a essayé de repartir. Mais chaque pas résonnait et on se sentait observé, même s'il y avait personne. On savait que repartir allait être compliqué. Déjà, il fallait traverser un chemin et ce chemin faisait à peu près 200-300 mètres. Mais impossible d'esquiver si une voiture arrivait. Donc déjà, si une voiture arrivait devant nous, on était mort. Donc le taux de stress montait un peu. Une fois ce chemin passé, il y avait 2 choix. Le premier choix était de prendre la route la plus rapide, mais elle était pas mal fréquentée. Donc si une personne se dirigeait vers l'urbex car elle venait d'être prévenue, concrètement, il nous aurait vus. Et le deuxième choix, c'était de partir à gauche. Un chemin plus chiant,
plus lent, mais bien plus discret. Bon, autant vous dire qu'on a très vite décidé de prendre à gauche. Et bordel, heureusement qu'on a pris à gauche. Sur le chemin, David avait cru apercevoir une voiture qui filait vers le site. On était parti il y a 3 minutes. 3 petites putains de minutes. Donc nous sommes retournés à la voiture, démarrage en urgence, pas question de s'attarder. Et au moment de quitter le village, on jette un dernier regard vers la cour visible depuis la route, et là, on remarque une voiture en plein milieu de la cour. Si on avait traîné 5 minutes de plus, c'était fini pour nous, on se faisait choper. Mais on a foncé, on a bien agi, on n'a pas de regrets, on a kiffé, et ça nous a rappelé pourquoi on faisait de l'urbex. Pour la visite, pour la découverte, et un peu d'adrénaline, faut se l'avouer. Imaginez, il fait 36 degrés, le soleil tape fort et le ciel est d'un bleu limpide. Une petite brise de vent vient caresser votre visage alors que vous vous apprêtez à retrouver pour la deuxième fois un urbex d'un avion abandonné français. En 2024, le youtubeur La Boiserie a organisé un événement ici, à l'endroit même où on retrouve cet avion. Bon, pour être plus précis, nous, on l'a visité 2 fois. La première fois, c'était le 1er janvier 2023. On avait visité cet avion juste après avoir visité le château que vous avez vu lors du début de cette vidéo. Imaginez un coucher de soleil pendant une exploration urbaine. Un moment plutôt magique. À ce moment-là, je ne savais même pas que La Boiserie allait organiser un événement ici. Je savais juste que des épisodes de Top Gear France y avaient été tournés. Mais entrer dans cet avion ne m'inspirait pas totalement confiance. Pourtant, une fois rentré dedans, le bonheur a très vite pris le dessus. Bon, par contre, filmer dans ces conditions, c'était compliqué. Entre la fatigue du nouvel an, la route, etc., c'était un véritable défi. Mais du coup, avec David, on s'est mis d'accord. Vu qu'on l'a filmé de nuit, on s'est dit que plus tard dans l'année, on allait revenir pour le filmer et faire de meilleurs plans en plein jour. Et c'est là qu'on se retrouve en juin 2023 avec David, moi, sa copine, et un drone qui va donner pas mal de problèmes à David. Obligé de vous dire que David a pas mal galéré parce qu'il n'y aura même pas de plan au drone dans cette vidéo. Il a passé 20 minutes à essayer de régler des problèmes dessus, et pendant 20 minutes, il n'y a eu aucun plan. Le seul extrait que nous avons réussi à dégager, c'est ça. Et c'est à ce moment-là qu'en dessous de cette vidéo, David va poster un commentaire décidant de me tuer sur place. Bon, reparlons un peu de l'avion. L'avion a été dépouillé, il ne volera plus jamais. Mais on peut s'y installer où on veut. On peut se balader derrière, devant et même dans une petite partie inférieure. Pendant la première visite, David avait été dans cette petite partie inférieure, de quoi filmer quelques plans. Pendant la deuxième visite, il n'a pas pu, il était encore une fois occupé par son drone. Bon, par contre, côté vidéo, faut se le dire, tu fais très vite le tour. Mais par contre, côté ressenti pendant la visite, c'est un tout autre niveau. Je me suis retrouvé assis pendant 10 bonnes minutes sur un siège, sans bouger, à juste regarder par la fenêtre et à adorer ce moment. J'ai tellement kiffé du moment présent que je me suis dit que danser sur l'aile de l'avion, ça serait pas mal. Je crois que mon cerveau des fois déconnecte de fil et m'incite à faire une connerie. Mais à l'occurrence, danser sur une aile d'avion, je ne le regrette pas. Et d'ailleurs, ce qui est super sympa pendant cette visite, c'est que si tu passes par la fenêtre, que tu marches sur l'aile et que tu décides de grimper un peu vers le haut, tu termines littéralement sur le toit de l'avion, de quoi faire de belles photos. Mais vu qu'il faut un photographe pour prendre la photo, bah moi je l'ai pris la photo et David il était en haut. Pas de... D'ailleurs, je peux faire un auto-check à mon moi petit parce que concrètement, quand j'étais petit, je rêvais de monter dans un avion et jamais de la vie je me suis dit que je monterais dans un avion abandonné et que je danserais sur une aile. Donc je peux encore une fois m'auto-checker quand j'étais petit. Bravo mon ref, on a fait quelque chose, un rêve d'enfant, j'espère que t'as kiffé. Moi sur le moment j'avais bien kiffé. Bon, à côté de l'avion, il y a un énorme hangar, là où il tournait quelques épisodes de Top Gear France. Donc avec David et sa copine, on s'est dit... obligé, faut qu'on aille le visiter. Une fois rentré dedans, moi je pars de mon côté, je vais filmer quelques plans, je kiffe ma vie, pendant que David et sa copine vont filmer un autre plan. Donc je fais le tour de l'hangar, je kiffe mes plans, et là j'ai David qui m'appelle, et je me dis, merde, il y a peut-être quelqu'un. Parce que le petit ton qu'il a utilisé David pour m'appeler, c'est le même ton qu'il a utilisé pour me dire qu'il a potentiellement vu une voiture dans l'urbex du 24 décembre. Mais heureusement ce n'était pas pour m'annoncer qu'il y avait quelqu'un, mais c'était pour m'annoncer que je venais de passer devant une alarme silencieuse. Quelques minutes plus tard, j'étais trop occupé à faire mes plans, donc j'ai littéralement pas vu qu'il y avait une alarme silencieuse au haut de ma tête, et une fois qu'il me l'a montré, je l'ai très vite remarqué. J'ai fait un diplôme d'électricien les gars, j'en ai vu des dizaines des alarmes silencieuses, vous inquiétez pas que quand je l'ai vu, j'ai très vite compris
qu'on ferait mieux de se barrer. Et d'ailleurs, heureusement qu'il l'a vu, parce que quand on est parti de l'hangar, il y avait une voiture qui était en train d'arriver avec un mec qui sautait en parachute. Bon, on va pas se le cacher, ils étaient pas là pour nous, mais c'est un parfait hasard. À tout moment, on se retrouvait bloqué dans un hangar avec un mec en parachute et je ne sais pas combien de personnes dans une voiture en train d'arriver. Donc, hasard de dingue, ça m'a quand même bien fait rigoler, et maintenant je vous laisse avec plusieurs extraits. Bon, je vais pas vous mentir, cet urbex, on me l'a vendu comme le moins intéressant, le moins intrigant et le moins bien à filmer et à raconter. Et au début de la visite, j'étais plutôt d'accord avec eux. Un hangar avec quelques trucs, sans plus, il n'y a rien d'autre. Non mais vraiment, je peux vous faire un extrait de plan avec de la musique, à part un hangar, il n'y a que dalle, la preuve en image. If I ever were to lose you, I'd surely lose myself. Everything I have found here, I'm not found by myself. Try and sometimes you'll succeed to make this man of me. All my stolen missing parts, I've no need for any more, 'cause I believe. Mais cette visite m'a appris autre chose. En urbex, on ne se fie jamais au premier ressenti. Car une fois ce premier hangar passé, il y a un deuxième hangar derrière, un peu plus défoncé, et lui est bien plus intéressant. Dans le deuxième hangar, on peut retrouver des choses bien plus intéressantes, comme un tracteur qui dort là paisiblement, et juste derrière cet hangar, plusieurs bus venant du Luxembourg. C'est bien la première fois que je me retrouve con en me disant que cet urbex était pourri, et que finalement, il m'a réellement surpris. Comme quoi, dans la vie, il ne faut jamais se fier aux apparences. Ça se trouve, le petit gros, il est sympa, il veut juste rencontrer l'amour de sa vie, en parler à plein de gens, et voilà, et manger des strudels. Je crois que je suis parti un peu trop loin. Reprenons l'histoire de l'urbex, si vous le voulez bien. Bon, par rapport à l'urbex, cet endroit est plutôt bien gardé. Il est très loin des clichés du site abandonné, laissé à l'abandon depuis des années. Et une fois dedans, forcément, des questions arrivent. Comment ces bus sont finis là? Pourquoi personne ne les bouge? Pourquoi ce tracteur est planté là? Et pourquoi je suis toujours célibataire? Et encore une fois, c'est peut-être parce qu'il fait 40 degrés et que j'ai super chaud, mais je crois que je me suis encore un peu planté de sujet. Hors plaisanterie, je me suis posé pas mal de questions. J'ai fait des recherches pour cet endroit d'urbex, et honnêtement, j'ai rien trouvé. Silence radio, je ne sais pas pourquoi il y a un tracteur, pourquoi il y a des bus du Luxembourg, je ne sais rien. J'ai rien trouvé et j'ai dû accepter qu'il n'avait rien à trouver. Bon oui, si on regarde froidement, c'est juste un tracteur et juste quelques bus. Quand je reste sans réponse, je me dis, qu'est-ce que je vais bien raconter pour cette vidéo? Voilà un tracteur, voilà un bus. C'est super captivant, n'est-ce pas? Soyons honnêtes, cet urbex est bien à visiter, mais pas vraiment à filmer. C'est pour ça que je ne vais pas m'attarder dessus, parce que concrètement, il n'y a pas d'histoire. La visite s'est bien passée, il n'y a eu aucun problème. On a juste kiffé notre moment, et en plus, le match de Gentlemates en ascension venait de commencer. Autant vous dire qu'on est en train de kiffer notre vie. Bref, messieurs, mesdames, cet urbex est sympa à visiter, il est assez léger, et je l'ai mis en avant-dernière position parce que le prochain urbex est plutôt gros et plutôt conséquent.
Concrètement, c'est l'urbex qui m'a demandé le plus de recherches, d'informations, et c'est le fameux urbex qu'on a visité en 2020 et qui cache de nombreux secrets. Il est l'heure, messieurs, mesdames, de se diriger vers la fin de cette vidéo. La fin de cette vidéo va parler de pas mal de choses. Il y a certaines thématiques qui peuvent un peu déranger des gens. On parle de la Seconde Guerre mondiale, on parle d'abus sexuels sur adultes et potentiellement quelques mineurs, et on parle de violence, de maltraitance, etc. En 2020, on avait déjà exploré ce château. C'était notre tout premier urbex à moi et David. Autant vous dire que pour nous, il est symbolique. Et vous pouvez retrouver cette visite en 2 parties sur la chaîne YouTube. La première partie raconte la galère que nous avons eue pendant notre toute première tentative, ainsi qu'une rencontre plutôt inattendue. Et la deuxième partie, c'était simplement la visite du château filmée au téléphone. Autant dire que la qualité n'est pas forcément ça. Donc on a décidé d'y retourner, de filmer avec du meilleur matos, mais surtout parce que entre temps, on a appris pas mal de choses sur l'histoire. Et pour vous expliquer les informations qu'on avait eues en 2024, je vous laisse avec le Darren du passé qui va vous l'expliquer avec ses cheveux longs qui me manquent vraiment. Vous savez, ça fait bizarre de revenir dans un endroit qu'on a déjà visité. En 2020, on a visité cet endroit. C'était un peu notre premier urbex à nous. On revient 4 ans plus tard. Il y a quoi à dire? Vraiment, il y a quoi à dire? Mais pas à quoi à dire, y a-t-il des nouveautés? Il y a quoi à dire de positif? Ce château, en l'espace de 10-20 ans, devait être rénové je ne sais plus combien de fois. En 10-20 ans, il a été racheté par 7 propriétaires. 7. En 2020, on pouvait encore accéder vers le haut. Avec ce qu'il y a derrière moi, ça va être compliqué. En 2020, il avait encore son charme. Un truc qui te donnait envie. Il y a quelques mois, il était dans un château totalement détruit, de A à Z. C'était compliqué de le voir. Là maintenant, j'ai l'impression d'avoir le même ressenti. On arrive dans un endroit, on revient dans un endroit, et encore une fois, il est détruit. Juste parce que des gens ont la flemme de préserver des monuments historiques. Les vitres, qui étaient si magnifiques, se retrouvent avec plein de trous. Des étages visitables, beaux avec une histoire, se retrouvent détruits. Et on se retrouve avec ce résultat-là. Et j'ai juste envie de vous dire que dans quelques années, c'est la nature qui va reprendre ses droits. Elle va arriver, faucher cet endroit. Il ne faudra pas s'étonner qu'il ne sera plus visitable, que l'histoire aura disparu. Parce que concrètement, on sait faire que ça. Et maintenant, nous voilà en 2025, et autant dire que notre avis par rapport au château a pas mal changé. Il faut dire qu'après l'histoire que nous avons découvert, votre avis aussi risque de changer. Au début des années 1900, à l'emplacement du château se trouvait un orphelinat tenu par un prêtre du coin et une jeune femme nommée Marie. Elle était là pour aider aux tâches quotidiennes, s'occuper des enfants et donner un coup de main quand le prêtre en avait besoin. Mais en 1914, la guerre éclate. L'orphelinat est détruit quelques mois plus tard à la suite d'une attaque. Heureusement, les enfants et Marie n'étaient pas présents ce jour-là, mais le prêtre non plus, malheureusement. Là où ça devient plus sombre, c'est que ce fameux prêtre, derrière son image d'homme de Dieu, était en réalité un véritable bourreau. De jour, il portait l'image du religieux respectable, mais une fois la nuit tombée, il montrait son véritable visage. Pendant mes recherches, je suis tombé sur plusieurs lettres de Marie conservées dans les archives. Dans les 3/4 des lettres, elle racontait l'enfer de la guerre et de l'occupation allemande, mais dans les toutes dernières lettres, elle racontait l'enfer qu'elle vivait, elle et les enfants, avec cet enfoiré de prêtre. Elle racontait en détail ses sauts d'humeur, ses crises après avoir bu, ses intrusions nocturnes dans sa chambre, et comment il punissait les enfants, les enfermait à la moindre erreur. Pourquoi faisait-il ça? Difficile à dire. Mais dans certaines lettres, Marie évoquait la jalousie du prêtre envers son frère et la haine qu'il portait envers son père. Dans une lettre, elle expliquait que pendant une soirée où le prêtre avait trop bu, il avait raconté l'histoire de son père qui le frappait depuis petit. Rajoutez à ça qu'à chaque visite de son frère,
le prêtre devenait de plus en plus violent. Et je ne vais pas vous mentir, trouver toutes les informations ont été compliquées. Donc je tiens à remercier Pierre, un ancien du village qui avait réussi à récupérer ces lettres lors du grand déménagement d'un propriétaire dans le château. Quand il était encore petit, le château a eu un nouveau propriétaire qui a voulu enlever pas mal d'affaires. Donc son père et lui avaient récupéré des affaires qui étaient dans ce château. Pierre, quand il était petit, avait récupéré les lettres afin de les lire plus tard, étant passionné par le château. Et il les a conservées pendant de nombreuses années, jusqu'au jour où je l'ai rencontré. D'ailleurs, ce qui est ironique, c'est que ce village a un site d'archives public sur internet. En me rendant sur ce site, j'ai découvert plusieurs photos. Et sur plusieurs de ces photos, une en particulière, sur une de ces photos, nous pouvons retrouver Marie, le prêtre, et un des enfants de l'orphelinat. Mais là, la question qu'on peut se poser, c'est comment je peux savoir que c'est eux? Dans les lettres de Marie, elle se décrit. Elle décrit qu'elle est blonde, elle décrit comment elle est habillée, comment elle est, etc. Elle décrit aussi comment le prêtre se tient, comment il est habillé et comment il a toujours une pipe avec lui. Par contre, pour l'enfant, je théorise. Je pense que potentiellement c'est un enfant de l'orphelinat, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, pour Marie et le prêtre, ça c'est une valeur sûre. Après la guerre et la destruction de l'orphelinat, les frères Gilardoni, connus dans la région pour leur usine de tuiles, ont fait construire ce fameux château à l'ancien emplacement de l'usine de tuiles. Et pour le prêtre, Marie et les enfants, ils ont construit un bâtiment un peu plus loin pour qu'eux puissent y vivre et faire un nouvel orphelinat. La construction se termine en 1930, mais 9 ans plus tard, la Seconde Guerre mondiale éclate. On sait que Marie, les enfants et le prêtre vivaient dans le château pendant l'occupation, mais après eux, plus aucune trace. Plus aucune trace, hormis quelques petits trucs qui nous feraient penser qu'ils soient dans cette histoire. Certains documents parleraient d'exécutions près du château en 1941 de femmes et d'enfants qui auraient caché plusieurs juifs. Donc peut-être que Marie et les enfants se sont fait exécuter en 1941, ça ne reste qu'une théorie, mais peut-être qu'ils se sont fait exécuter à ce moment-là, on ne sait pas. Mais peut-être. Par contre, le prêtre, lui, on a des nouvelles de lui après la Seconde Guerre mondiale. Quelques articles parleraient d'un conservateur du château qui a été ancien homme de Dieu, mourant en 1956 d'une maladie. Mais si on continue sur le château, en 2020, dans la vidéo qu'on avait fait, on parlait d'une certaine rumeur de sacrifice satanique. Avec Pierre, on a retrouvé de vieilles lettres envoyées à la mairie en 1896, parlant de cris inquiétants entendus dans les bois proches de l'orphelinat. Peut-être que c'était le prêtre qui, après tout, vu que c'était un enfoiré, faisait des choses sataniques en tant qu'homme de Dieu, ou peut-être c'était juste de la parano, on ne sait pas, il n'y a aucune autre preuve. Alors quand je pense à notre visite en 2024, le constat du château faisait mal. Le château était dans un état catastrophique, le nouveau propriétaire a repris possession aujourd'hui du château et a décidé de clôturer chaque entrée du château et franchement c'est pas plus mal. Et pour vous dire David qui ne pèse pas bien lourd, certains endroits il y a été tout seul et même lui m'a dit qu'il sentait qu'à tout moment il allait traverser le sol. En tout cas, après toutes ces années, j'étais très loin d'imaginer que j'allais découvrir toutes ces choses-là. Et encore, je ne vous ai fait qu'un résumé. Il y a certains détails que j'ai préféré éviter. Surtout que pendant quelques lignes dans certains endroits des lettres, elle est vraiment précise. Marie donne beaucoup de détails et ça fait froid dans le dos. Certains racontaient que des enfants disparaissaient du jour au lendemain. Officiellement, ils étaient adoptés. Mais Marie pensait que le prêtre les avait tués puis enterrés quelque part. Dans les lettres très abîmées, elle évoquait même un enfant à naître. Est-ce que le prêtre l'avait mis enceinte ? On n'a pas de réponse, on n'en aura peut-être jamais. Et il faut dire que les lettres sont très abîmées et qu'actuellement, aucune autre information n'est en notre possession. J'ai raconté de nombreuses histoires dans cette vidéo, que ce soit pour l'avion, que ce soit pour ce château, que ce soit le château au tout début de la vidéo qui va se faire rénover. L'Urbex, ce n'est pas une simple visite. Pour certains, ça peut être une simple visite, mais pour moi, c'est une visite, c'est une histoire, c'est un passé que j'aime découvrir. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait une vidéo Urbex ou une vidéo de ce style. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo tout court. Je reprends petit à petit. Pour ceux qui sont abonnés à la chaîne depuis un moment, c'est vrai que ça fait 1 an, voire 2, que je sors plus beaucoup de vidéos, que ça traîne. Je vous avoue, ça a été compliqué ces dernières années, mais on est de retour pour filmer, on est de retour pour tourner, on est de retour pour sortir plein de vidéos. Donc, abonnez-vous. Sur ces mots, c'était moi-même pour vous servir. À très vite pour une prochaine vidéo. Des gros bisous. À partir d'une DeLorean, faut voir grand dans la vie. Quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est gueule.